c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. C'est magnifique, juste avant de partir en vacances. Ballon de Pogba, le marque Pogba pour Mbappé, dans la surface de réparation, Mbappé qui va écarter, Dembélé la frappe. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire, ils vous aiment. Dembélé 3-2 pour l'équipe de France. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver, ou demain matin, parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir. Ils attendent. Et oui, ils attendent la 7e émission de Parlons Foot en direct sur RCF Charente. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver, il est 18h27, vous êtes également en direct sur les réseaux sociaux, le Facebook de la CFC. Bonsoir Jean. Salut. Merci encore d'être à mes côtés pour cette avec 7e. Plaisir, hein. Avec grand plaisir. On va saluer tout de suite nos invités de ce jour, Sébastien Chaussignan, préparateur physique de la CFC. Bonsoir. Et Alain Mogest, notre solide défenseur central qui a également fait le déplacement. Bonsoir Alain. Bonsoir. Allez, on passe tout de suite à la chronique des résultats de Jean Rino. Et on commence avec le rugby et la défaite vendredi dernier du SA15 face à Perpignan 20-23. Le leader perpignanais s'est montré dominateur et continue sa belle série de 5 succès consécutifs. Les Angoumoisins sont tout de même allés chercher le bonus défensif grâce à un essai de Kessler, arraché au bout du temps additionnel. Les Violets se retrouvent donc 7e du classement de Pro D2 avec 38 points. En Fédéral 1, l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angély s'est offert une belle victoire face à Rennes 38-20, avec notamment 2 essais de Vunissa. L'UCS était pourtant mené à la pause 11-13, mais a su réagir en seconde période. Les Cognacais restent 2e ex-aequo avec le premier Saint-Jean-de-Luz. En handball, les filles de la CH se sont imposées très largement face à Saint-Sébastien-Sud-Loire 33-18. Une victoire rassurante au vu des nombreuses absences dans l'effectif, due en partie à la belle prestation de la capitaine Annabelle Courcelles qui a été auteure de 10 buts. L'entraîneur Rémi Sanson s'est montré satisfait de son équipe avec des filles auteurs d'un match accompli selon les propos recueillis par nos confrères de Charente Libre. L'équipe de Cognac s'est-elle inclinée face à Carquefou 23-28 et descend à la 5e place du classement. Une défaite qui entache le bon début de saison des filles de la LJO qui en cas de victoire auraient pu revenir à la 2e place de National 2. Un petit mot aussi au niveau national avec l'élimination surprise de l'équipe de France de handball dès le premier tour de la Coupe d'Europe. Une défaite face au Portugal 25-28 et face à la Norvège 28-26 ont suffi pour éliminer les Bleus de la compétition. Une équipe manquant d'envie qui devrait être totalement restructurée avec de nouvelles têtes et peut-être un nouvel entraîneur afin de pouvoir prétendre à une qualification pour les JO de Tokyo 2020. En football, les filles de Soyaux se sont imposées en Coupe de France face au Havre 2-1, une victoire arrachée grâce à un doublé de la numéro 9 Sarah Cambo qui leur permet d'accéder au 8e de finale de Coupe de France. Enfin, l'équipe de la CFC a largement dominé la réserve de Saint-Etienne avec une victoire 3-0, des buts marqués par Zinga, Franco et Baudou qui permettent aux Angoumoisins de faire le plein de confiance avant la réception de Strasbourg samedi en Coupe de France et on va en reparler. Effectivement, on va enchaîner direct avec nos invités du jour donc. Alain, effectivement, ça fait du bien, une victoire 3-0 de cette manière. Ouais, ça fait énormément de bien et surtout que Saint-Etienne en fait nous coulait un peu au basque. Donc nous, ça nous permet aussi de prendre un peu le large sur eux. Alors racontez-nous un petit peu ce déroulé de match, comment ça s'est passé. Donc Saint-Etienne a très bien commencé le match en exerçant une grande pression sur nous. Donc on est resté assez solide en n'encaissant pas de but. Et on a ce but qu'on marque avant la mi-temps qui nous fait énormément de bien. Donc Anthony Portejoie qui déborde côté droit et qui met une galette, comme on dit dans le jargon, pour Kevin Zinga. Voilà, donc ça nous permet de retrouver vestiaire avec le plein de confiance. Et on redémarre cette deuxième mi-temps en concédant tout de suite un penalty. Et donc voilà, 2-0. Et puis après, eux aussi, ils sont réduits à 10. Et ça nous permet aussi de dérouler, d'aller chercher le troisième but. Donc voilà. Lucas Franco pour le buteur de ce penalty. Puis ensuite, c'est le jeune Antoine Baudou, pur produit formé au club, qui a marqué son tout premier but en championnat en National 2. On sait que ça fait plaisir à tous nos éducateurs qui l'ont vu passer entre leurs mains. Pour nous qui avons suivi cette rencontre qui était en direct live sur le Facebook de la CFC, l'un des tournants du match, si ce n'est le premier, c'est ce fameux tacle
que tu mets, toi, Alain. Ce fameux tac dans la surface. Ce fameux tac, mais il n'y a pas de penalty. Non, mais jamais on a été dire ça. Il n'y a pas d'arbitre ici, il n'y a personne qui dit le contraire, personne n'a sifflé. Mais en tout cas, un sacré tac, sacrément autoritaire, parce que on peut dire que les 10 premières minutes, vous avez été un petit peu malmenés quand même. C'est ça, ouais, on était un peu malmenés. Comme je dis, ils ont exercé une grosse pression, donc on avait du mal un peu à poser le ballon. Et il y a Jus qui sort 2-3 ballons. Julien Chaumet, le portier de la CFC. Voilà. Nous, on est très, très solide aussi derrière et puis ça nous permet de prendre confiance et de poser le ballon au fur et à mesure et de prendre le dessus sur eux, quoi. Sébastien Chaussignan, comment vous l'avez vécu, vous, sur le banc de touche avec Hervé Boubage et Fabien, quand vous avez vu ce tac, parce que Alain Mogès, c'est 1m92, 13, 90, qui s'allonge comme ça, qui met la grande patte en opposition, là, pour éviter justement parce que c'était dans la surface, on le rappelle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'on a vécu 10 minutes déjà compliquées, il y a ce tacle-là, on se dit, ouf! Non, nous on a vu, on s'est gratté la tête quand on l'a vu intervenir. En plus on entend l'impact, donc on était persuadé qu'il y avait péno et en fait non. Alain nous dit qu'il prend bien le ballon, donc plutôt soulagé. Après c'est vrai qu'on a connu un premier quart d'heure assez compliqué. Le coach a réajusté en repositionnant son milieu de terrain et du coup c'était un petit peu plus facile entre guillemets sur cette deuxième partie de la première mi-temps. Et puis on ouvre le score sur un coup franc rapidement joué, donc c'est très bien. Et puis l'expulsion fait qu'on a eu un petit peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps et on a pu se faciliter un peu le match après le 2-0, quoi. Et oui, parce que dans les autres faits du match, effectivement, il y a eu ce penalty et carton rouge, puis c'est sur une main, c'est ça, une main sur la ligne, sur une frappe d'Ashley Mock d'ailleurs. Le défenseur stéphanois a arrêté le ballon avec la main, ce qui lui a valu un carton rouge. Comment vous avez préparé ce match, ce déplacement? Ça fait partie des 4 déplacements assez lointains, on va dire, avec Andrézieux, Sète et Montpellier, où vous irez au mois d'avril. Comment préparer ce genre de rencontre? On est au mois de janvier. Vous avez repris, on vous rappelle, le 27 décembre. Comment vous, en tant que préparateur physique, vous avez pu gérer cette préparation? Mais comme tu l'as dit, sur ces 4 longs déplacements, donc Saint-Étienne, Andrézieux, la réserve de Montpellier et 7, le club nous met dans de bonnes dispositions puisqu'on part la veille. Donc ça permet d'éviter le trajet le jour du match et d'être le plus frais possible, pour ces matchs-là. Donc en général, on s'entraîne les matins, on part la veille tranquillement pour arriver le soir à l'hôtel et se mettre dans les meilleures dispositions. Donc nous, ça nous facilite un peu la tâche. Les joueurs, je pense, sont un peu plus frais dans ces conditions-là. Pour l'instant, on a 2 victoires sur ces 2 déplacements longs, donc on verra sur les 2 autres, mais c'est pas les plus compliqués à préparer. Le fait de partir la veille, non, ça change pas grand-chose au final. Et si on rajoute une composante qui n'est pas des moindres, c'est que après ça, il y a un 16e de finale de Coupe de France. On a le tirage, on sait que c'est une Ligue 1. Le RC Strasbourg qui puisait, un club historique de notre élite du championnat français. Est-ce que vous aviez, très honnêtement, Alain, est-ce que le groupe, vous aviez la tête un peu à Strasbourg pendant la causerie du coach en amont de cette 16e journée de championnat? Est-ce que vous y pensez forcément? Oui, on y pense forcément, mais après, le plus important, on le sait, c'est le championnat. La Coupe de France, c'est toujours sur le gâteau. Et donc, on essaye un peu de faire abstraction, même si c'est pas facile. Donc, on se réunit, on parle ensemble. Et la priorité, c'est le championnat. Et Strasbourg, ça sera après, quoi. C'est maintenant. Ouais, maintenant. Donc voilà, maintenant, il y a victoire. Et maintenant, on peut se reconcentrer sur Strasbourg. Et toi, en tant que joueur, pour l'instant, comment tu le vois ce début de saison? De manière globale. Bon, il est plutôt, je dirais correct. Je dirais correct parce que on a plus de victoires que de défaites, on vient de monter, donc voilà. Après, on est un peu dans le ventre mou du championnat, tout à fait normal parce qu'on a 4 matchs de retard, même si c'est pas des matchs faciles, mais oui, c'est ça. Après, pour se remotiver, c'est peut-être plus compliqué quand on est dans cette situation, c'est-à-dire ventre mou, mais en même temps qualifié pour 16e de finale. Pour l'instant, je dirais que ça reste correct comme début de saison, quoi. Et oui, parce qu'il y a ces fameux 4 matchs en retard, c'est énorme. C'est simple, il n'y a pas un club, que ce soit National 3, National 2, toutes poules confondues, qui est aujourd'hui
à 4 matchs de retard. Ça aussi, ça va être une des grosses problématiques de cette phase retour de championnat, puisqu'on attaque la phase retour alors qu'on n'a pas fini la phase aller. C'est pas évident également de faire un bilan sur cette première partie de saison, puisqu'effectivement la moitié du championnat n'a pas été encore faite. Comment vous avez comblé déjà ces 4 matchs? Alors, est-ce qu'on vous annonce quasiment la veille pour le lendemain qu'il y aura pas de match? Comment vous gérez ça, vous, le staff charentais? C'est très délicat puisque ça intervient quand tous les autres clubs ont aussi des compétitions ces week-ends-là, donc difficile de trouver des matchs amicaux par exemple. Donc on compte sur des séances comme le Stade Bordelais. On a fait du travail de foot en salle par exemple pour changer aussi un petit peu. Blois, c'est arrivé à la trêve, on l'a appris le matin ou en fin de matinée. Donc tout à fait. Compliqué de rebondir derrière, et puis je pense que les joueurs, mine de rien, on prépare quand même ces matchs-là avec des semaines d'entraînement conséquentes, donc voilà, on a décidé de couper un petit peu après Blois et puis de reprendre entre Noël et le jour de l'an. Voilà, maintenant sur le planning, on a 2 matchs qui ont été reportés, recalés plutôt. Romorantin le 1er février et puis Trélissac en semaine le 12 février. Donc là, vous allez même avoir des matchs en semaine. Là. Oui, je pense qu'on en aura encore un autre. C'est comme le PSG avec sa Ligue des Champions, là, c'est pareil. On sait qu'Alain est fan du PSG, donc là, c'est pareil. En plus, c'est un peu le même maillot, avec quelques couleurs bref. Non, mais là, vous allez vous retrouver à devoir gérer des matchs tous les 3 jours, du moins au moins sur une semaine. C'est quand même une nouvelle dynamique, du moins une nouvelle composante à prendre en compte. Oui, puisque les semaines d'entraînement seront forcément un peu allégées pour favoriser plutôt la récupération de ces matchs-là. Je pense qu'on aura un deuxième match aussi en milieu de semaine, peut-être le Stade Bordelais, et puis le dernier match sera calé sur un week-end prévu pour les matchs en retard. Donc voilà, on va gérer au mieux tout le monde et surtout les phases de récupération pour les joueurs qui vont enchaîner peut-être 3 matchs en une semaine. Ouais. Donc on peut parler de désavantages clairement, ou ça dépend aussi de la dynamique que va avoir l'effectif? Des avantages, non. C'est plus au niveau de l'organisation que c'est compliqué. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que les joueurs vont pouvoir enchaîner les matchs, ce qui nous manquait peut-être un peu ces derniers temps. On a l'habitude de dire que les entraînements ne remplacent pas les matchs, donc là ça va être le cas. Ils vont pouvoir enchaîner des vrais temps de jeu. Donc au final, non, c'est pas plus mal, puisque là ça va arriver au mois de février, donc on va récupérer un petit peu tout ça, et puis ça va nous servir pour le mois de mars, pour le mois d'avril, qui vont être aussi costauds, donc c'est pas plus mal. Alors tu disais que le match de Trélissac était recalé à quelle date? Le 12 février. 12 février, donc avant ça, vous jouez contre qui le week-end d'avant? Bonne question. J'ai pu regarder. Là. J'ai calé. J'ai un doute. En tout cas, l'objet de ma question, c'est quelle va être la semaine type, sans trahir de secret particulier. Quelle va être la semaine type justement lorsque vous allez jouer le samedi, puis ensuite réaffronter Trélissac le mercredi, puis après encore une fois à nouveau jouer le samedi. Ça ressemblait à quoi à peu près la semaine d'entraînement, le planning d'entraînement? Je crois 2 têtes, je suis pas sûr, mais que le match de Trélissac sera entre le déplacement de Saint-Privé et la réception de Bourges. D'accord. Donc du coup, retour de Saint-Privé, mais ils seront au repos le dimanche. On fera sûrement un entraînement de reprise le lundi, une séance de veille de match le mardi. Le mercredi, sera le déplacement à Trélissac. Le jeudi, il faudra individualiser le travail. Entre les joueurs qui ont joué la veille, ceux qui étaient pas sélectionnés, idem pour le vendredi, puis on sera déjà au 3e match de cette semaine-là, donc voilà. Et puis la semaine d'après, pareil, faudra vraiment adapter le travail de chacun pour gérer tout le monde et avoir tout le monde sur le pont, puisque voilà, on a un véritable marathon pour ce premier semestre de 2020, donc voilà. Du côté des joueurs, vous craignez un peu cette période-là? Est-ce que vous vous dites qu'il va falloir aussi se ménager, adapter sa vie privée, son hygiène de vie perso, mais aussi est-ce que lors du match, vous avez pensé à la blessure, au petit bobo ou quoi que ce soit, ou vous avez joué le match à l'instant T en mode un peu carpe diem, chaque chose en son temps, ou comment vous allez aborder ça, vous les joueurs? Non, après... On est un groupe, et je pense que
on peut pas jouer un match en gérant ses efforts. Donc après, si moi je peux pas jouer, il y a d'autres joueurs qui sont présents pour me remplacer, quoi. Donc je pense que tout le groupe est dans cette optique-là et il y a pas de souci. Donc là, tu es en train de nous expliquer, Alain, qu'il est possible que clairement, honnêtement, un joueur fasse sa remise pas sa remise en question, mais soit honnête et intègre et dise voilà, aujourd'hui je suis pas à 100%. Par contre, j'ai mon coéquipier qui l'est. Ça, c'est des choses qui peuvent se passer en interne. Parce que bon, c'est aussi le côté compétiteur, c'est pour ça. C'est là où je veux t'amener, parce que dans le sens tout dépend des joueurs. Après, moi. Donc clairement, t'es en train de dire que tu veux poser une semaine de vacances. Non, je peux pas, pas comme ça. Non, mais après, faut pas se mentir. Si un joueur a un coup de mou, après il peut échanger avec le staff. Je pense qu'il a son application. Et nous, à l'aide, voilà. Et quand on a un coup de mou, quand on est fatigué. Non, faut le dire parce que voilà, on peut pas tricher, quoi. Si on a besoin de points, on a des performances à faire et voilà, si on est fatigué, il faut. Et ça permet peut-être au coach aussi de faire tourner et puis de tenter de nouvelles choses. On a un groupe, on est un groupe de. T'as envie de rentrer dans un groupe, toi. J'ai envie d'avoir ta chance. J'ai envie d'avoir ma chance. Je pense que. Et justement, quels sont les outils, les méthodes pour un préparateur physique pour évaluer justement le niveau de fatigue, d'usure, etc. Comment fais-tu toi au quotidien, hormis le fait de sonder le joueur, comment ça se passe? On fait participer les joueurs directement à la gestion de leurs entraînements. Donc ils doivent répondre à plusieurs questionnaires avant les entraînements, après les entraînements. Et moi ça me fait un retour sur leur état de forme. Donc c'est subjectif, mais ça permet d'avoir un indice sur leur état de forme. Et puis après t'as toujours le visuel et puis l'entretien direct avec le joueur, savoir comment il se sent, comment il a récupéré, est-ce que tout va bien. Tout ça, c'est des paramètres qui sont hyper importants et puis qui nous aident, nous staff, à orienter un peu les groupes du week-end. Donc vous avez une base de données de chaque joueur? Ouais. Oui. Je travaille sur un logiciel qui me permet de suivre au quotidien la charge d'entraînement des joueurs, de voir qui est bien, qui est plutôt en méforme, qui a besoin de travailler plus ou de ralentir un peu le rythme et ça permet d'individualiser un petit peu tout ça. Et tous les préparateurs physiques à un certain niveau doivent avoir ce logiciel, cette rigueur au niveau du suivi. Ouais, puis même ils ont même bien plus sur les cellules de performance avec l'utilisation des GPS maintenant qui s'est démocratisé et qui tout le monde travaille quasiment avec ça maintenant. Et puis maintenant c'est autorisé en match donc. Et quand on est joueur, ça pèse un peu tout ce suivi ou? Moi, j'y pense pas. Ah, la réponse d'Alain. Si. Tout de suite. Je sais pas. Ouais. Ça va, mais c'est... Il restera correct. Il y a un match et il a une place à avoir dans le groupe ce week-end. Le jour où il aura le GPS dans le dos, il aura un peu plus. Voilà. C'est encore plus. Ah, mais justement, ce métier de préparateur physique, c'est très intéressant puisque ça fait partie des nouveaux métiers à l'échelle de l'existence du football, on va dire. Hein. Ça fait partie des nouveaux métiers totalement indispensables maintenant pour un entraîneur. D'ailleurs, Hervé Loubat t'avait amené dans ses valises, entre guillemets, lors de son arrivée en Charente il y a 4 saisons. Ce qui est fascinant, c'est la capacité que vous avez à programmer les joueurs pour une certaine période dans la saison. Souvent, on entend notamment les clubs européens. On sait que les Real Madrid et consorts, on sait que leur pic de forme va arriver en mars-avril parce que c'est là où c'est les matchs déterminants, notamment pour la Ligue des Champions. Comment justement vous arrivez à gérer, à préparer donc lors de cette période estivale, quand vous arrivez à préparer en se disant ben voilà, ils vont avoir leur pic de forme à telle et telle période, je vais les reprendre ensuite l'hiver. Comment ça se passe une saison, la programmation d'une saison en général? Eh ben, elle s'anticipe sur la saison d'avant déjà. Donc en général, déjà dès le mois de mars, avril et vraiment début mai, il faut que ce soit déjà presque calé, puisque les matchs amicaux sont prévus déjà en amont sur plusieurs mois. Et puis ensuite, voilà, c'est un objectif commun. L'année dernière, on savait qu'on allait jouer le titre et qu'on avait un long chemin devant nous. L'objectif, c'est de jamais être prêt réellement sur la première journée. On l'a vu d'ailleurs, on avait fait
un gros mois de novembre, où c'est des périodes de 2-3 mois où il faut être vraiment au max. Et puis après, c'est maintenir ces pics de forme un peu dans le temps, puisque nous, la particularité des sport co, c'est que les saisons durent quasiment 10 mois. Alors que sur des sports des fois peut-être plus individuels, on recherche plus le pic de forme à un moment donné précis. Donc c'est là où c'est le plus dur et où le rôle des joueurs est hyper important, puisqu'ils ont tout un travail chez eux en termes d'hygiène de vie, de récupération, qui leur permet... Il y a une responsabilité des joueurs qui est énorme. Qui est énorme. Alors. Il y a des messages de passer. Non, et puis voilà, c'est tout le reste, c'est 70% du travail, c'est ce qu'ils font eux, c'est comment ils vont récupérer, comment ils vont s'alimenter, s'hydrater, dormir, voilà, c'est tout ça qui est hyper important. Donc nous, on essaye de leur donner un maximum de billes là-dessus et de les orienter le plus possible et le mieux possible. Après, c'est les joueurs qui sont acteurs de leur saison et de leur carrière. Moi, je peux poser une petite question. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a intrigué, enfin ça m'a pas trop intrigué, mais Vittorino Hilton par exemple, qui à son âge, je sais plus quel âge il a, 44 ans, Une quarantaine d'années. Ouais, plus de 40 ans et toujours défenseur central à Montpellier, toujours sa place de titulaire, et il dit principalement qu'il doit ça à son hygiène de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que c'est un peu une exception? Ah bah, une exception, oui, parce qu'il n'y a pas en avoir beaucoup en Ligue 1 à son âge, mais oui, il y a une grosse part de travail et surtout une grosse attention à son hygiène de vie et voilà, les résultats et le travail payent. Très bien. Voilà. Alors pour trouver la petite transition, tout à l'heure tu parlais du fameux mois de novembre l'année dernière qui a été copieux. Oui. On a l'un de ces hommes du mois de novembre, de la fameuse saison dernière, puisqu'il y avait eu donc on rappelle à peu près ce qui s'était passé. Il y avait eu un déplacement à Mérignac-Carlac pour le compte du championnat. Victoire 2-0, un match référence. Tout le monde était assez unanime là-dessus. Ouais, très bon match. L'un des buteurs, ou les deux buteurs, on ne sait plus trop. Alain, c'était l'un de ces buteurs. C'est moi. Voilà. C'est Dona Saint-Gomis, ton compère de la charnière centrale, est marqué aussi. Ouais, voilà. On se partage les deux buts, parce qu'il y a longtemps eu un dilemme. Il y a pas de débat. Il le sait très bien. En tout cas, Alain est marqué. Et puis, la semaine d'après, réception, là encore, la Coupe de France s'enchaînait. Réception pour le 7e tour de Coupe de France de la J Auxerre au Stade Lebon. Et là, à nouveau, Alain Mogès, casque d'or, comme on pourrait, si on peut emprunter le surnom à Antoine Comboiré. À nouveau, nouveau buteur. Raconte-nous ce but quand même. Raconte-nous, remets-toi dans le contexte et raconte-nous quand même ce but qui, je pense, restera à jamais un souvenir fort de ta carrière. Déjà, avant le match, tu y penses en fait à marquer. Tu te dis, si je marquais, voilà, ici ça arrivait. Si c'était moi. Donc après, moi je sais que les seules possibilités que j'ai, c'est sur coup de pied arrêté. Donc je sais pas si c'est le premier coup de pied arrêté, je crois qu'on a du match. Je me rappelle. C'était un corner, ouais, c'est pour corner. sûr. Donc du coup je monte et on avait déjà bossé en plus sur ça à l'entraînement et je fais la course que je dois faire. C'est tout. Et et je me concentre sur le ballon et là ça arrive pleine tête. Donc voilà, je place ma tête et ouais, parce que fait filet. Quand tu dis que ça arrive pleine tête, t'as été la chercher quand même. J'ai été la chercher, mais parce que j'ai fait la course qu'il fallait en fait, parce que moi j'avais une zone à respecter, donc j'ai fait ma course en respectant ce que je devais faire, et au final la balle arrive où elle devrait arriver quoi. En plus face à un club professionnel où on sait que les coups de pied arrêtés, ils les travaillent énormément, ils ont beaucoup de temps pour cela, face à des joueurs expérimentés qui tactiquement les prendre comme ça et tactiquement et physiquement aussi, parce que t'as été plus prompte, t'as été plus puissant, c'est quand même surprenant pour sur cette phase de jeu là. Après on a toujours cette motivation quand on joue face à des équipes pro, un peu plus voilà, c'est ça, que d'habitude malheureusement. Malheureusement, parce que ça devrait se reproduire tout le temps, mais bon, ouais, comme vous dites, ouais, c'est humain. Et donc ce jour-là, au lieu de faire tes courses à 100%, tu les fais à 200% et tu mets un peu plus d'engagement. Et j'arrive à passer devant, de force, et puis à placer ma tête. Puis après, ce qu'il y a, c'est que tu avais encore d'énergie pour aller d'un côté de la tribune saluer les spectateurs, voilà. Puis du côté du staff saluer les autres spectateurs. Parce que madame avait fait le déplacement, elle était venue du Nord, donc comme elle était placée en petite tribune,
Et j'avais aussi des amis aussi qui étaient passés en petite tribune, donc du coup je me suis dit je vais les voir d'abord en petite tribune et ensuite quelle générosité. Voilà, et ensuite je vais venir voir le groupe sur le banc, quoi. Alors que le temps passe très vite, il est déjà 18h51, on va très vite basculer donc sur le match, ce fameux match, ce 16e de finale de Coupe de France. On le rappelle, c'est à 18h au stade Chanzy. Venez très très tôt au stade car il va y avoir énormément de monde. Pour les places d'ailleurs, venez les récupérer en pré-vente jeudi et vendredi. Ça sera cette fois-ci au stade Le Bon, au siège social du club à partir de 10h30. C'est le seul lieu de pré-vente. Ça ne sert à rien d'essayer de nous appeler, de négocier, de venir plus tôt, quoi que ce soit. Ça se passera jeudi à 10h30. Voilà, le message est passé. À quoi s'attendre sur ce match ? Comment l'appréhender ? Que ce soit d'un point de vue joueur et d'un point de vue entraîneur. Sur la partie préparative déjà, comment aborder ce match ? Est-ce qu'on en fait trop, pas assez ? Est-ce qu'on le considère comme un autre ou au contraire, est-ce que on met les joueurs au 7e ciel ? C'est toujours des matchs super agréables à préparer puisque ça arrive pas tous les jours, ça arrive pas tous les ans. Faut en profiter un maximum. Faut être très sérieux dans tout ce qu'on va faire évidemment. Après voilà, faut vraiment savourer et tout faire pour ça reste un match de football à 11 contre 11 donc voilà, si on peut aller chercher la qualif, on ira la chercher. Maintenant voilà, sur le travail en lui-même, on mettra forcément, le coach mettra des choses en place, on va travailler sereinement. Voilà, après plus en faire, moins en faire, non. Voilà, faut pas se mettre une énorme pression particulière sur ce match-là. Faut surtout savourer. Voilà, après on fera les comptes à la fin, mais voilà, pour passer, faudra mettre ce petit truc en plus. On se réveille pas le matin en se disant je vais taper une Ligue 1, c'est pas vrai. C'est des matchs particuliers. On demandera à Alain, le matin d'Auxerre, il s'est pas dit je vais taper Auxerre, il y croyait, oui. Mais voilà, il faut en mettre un petit peu plus ce jour-là et ça peut passer. Puis c'est la magie de la coupe. Donc voilà, tous les ans il y a des Ligue 1 qui sautent contre des clubs amateurs. Donc, on l'a vu encore au précédent tour. Voilà, avec Saint-Privé, extraordinaire face à Metz, Saint-Privé contre le TFC, effectivement. Oui, Jean. Surtout que là, Strasbourg a une réelle chance, Angoulême a une réelle chance de se qualifier, car Strasbourg reste sur 2 défaites frustrantes. Tout d'abord face à Reims en quart de finale de Coupe de la Ligue, avec une défaite au tir au but 4-2, avec 2 beaux arrêts du gardien Rajkovic. Il faut quand même préciser que Reims était réduit à 10. Donc voilà, Strasbourg aurait pu largement gagner ce match. Et puis samedi, les Strasbourgeois se sont inclinés face à Metz 1-0. Et pourtant, ils ont multiplié les occasions, mais le gardien de Metz a été très très bon. On est donc sur 2 défaites en une semaine, ce qui est jamais bon pour le moral d'une équipe. De manière générale, on retrouve une équipe irrégulière qui pointe à la 12e place du classement, avec quelques joueurs qui ont perdu de leur superbe. On pense notamment à Lala, moins tranchant défensivement et offensivement. Le gardien belge Mats Sels aussi, qui est beaucoup plus discret cette année et qui a du mal à se montrer décisif. Justement, comment analyser ça ? Est-ce qu'on se dit c'est un club blessé, donc c'est le moment de l'achever, ou au contraire méfiance, vigilance, parce que le club blessé, il a aussi de l'orgueil et de l'ego, il va se rebiffer. Comment tu vois ça, toi, là ? On dit jamais 203. Ah. J'aime beaucoup. Par contre, attention, je te le redirai à la fin du match. À 20h, on a rendez-vous là, samedi soir. Non. Après, je pense qu'il faut pas trop prendre en compte en fait ce qui se passe en championnat ou en Coupe de Ligue. Après, oui. C'est vraiment à part. On regarde toujours, on se dit oui, bien sûr. Mais la Coupe de France, ça reste autre chose. Donc après, ils ont joué contre des équipes qui étaient de leur niveau, qui sont tous les deux en Ligue 1. Donc nous, on devra, comme il a dit Seb, on devra faire plus ce jour-là. Quoi qu'il arrive, il faudra faire des choses extraordinaires. Sortir de l'ordinaire non-stop. On doit être à 200%, être solidaire et unis pour aller chercher qualification. Surtout que là, ça va être un peu spécial parce que tu vas te retrouver face à Ludovic Ajor, qui est un attaquant qui est plutôt atypique, qui mesure 1m96 pour 82 kilos. Donc comment toi tu prépares ça malgré ta 1m90 oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. 1m90, comment, quand on a un attaquant de cette envergure, comment on défend écoute, faut en mettre un peu plus, c'est tout, faut mettre un peu plus, il joue pas en Ligue 1 pour rien, donc voilà, ce jour-là, faudra redoubler d'efforts et ne pas avoir peur de se dire oui, c'est un joueur de Ligue 1. Non, faut montrer que voilà. Et la taille, ça t'impressionne pas, le fait que ce soit un joueur grand j'ai déjà joué contre plus grand que moi, donc non, mais faudra juste en mettre un peu plus et ne pas avoir peur, ne pas changer son jeu
Voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, on vous sent quand même assez décomplexé, sans avoir non plus un abus de confiance ou quoi que ce soit. Donc il y a aussi un savoir-faire, hein, puisque mine de rien, en 3 ans, la Coupe de France, vous avez appris à la découvrir. 32e de finale contre les Herbiers avec une défaite aux prolongations pour voir ensuite les Herbiers aller en finale de Coupe de France. L'an dernier, certes, le parcours s'est arrêté en 64e à Viry, mais il y a eu quand même une épopée avec cette élimination de la J Auxerre. Donc voilà, la Coupe de France, vous commencez à bien l'appréhender. Ouais, c'est ça. Et puis bon, il y a un staff qui a un savoir-faire aussi. Exactement. Mine de rien. Il y a quand même 2-3 faits d'armes assez impressionnants. Ben écoutez, ça va être 18h56. Ça va être le moment aussi de siffler le coup de sifflet final, justement. L'occasion pour moi de remercier Cédric Denis à la réalisation. On vous rappelle que les portes du stade Chanzy ouvriront dès 16h30. Donc venez très très rapidement, venez pas comme au Stade Le Bois à la dernière minute, parce que les joueurs vont avoir besoin de vous dès le début. Si vous voulez qu'il y ait un exploit de fait, ce sera tous ensemble qu'il faudra le réaliser. Donc rendez-vous au Stade Chanzy à 16h30 du coup pour l'ouverture des portes. Jean, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir épaulé sur cette émission. Superbe émission, ça fait plaisir de voir des joueurs aussi investis, un staff aussi investi aussi, et prêt à gagner, parce que je sens quand même de la confiance. Hein. On espère. Sébastien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Alain, bon match. Non, je dis pas merci. Voilà, c'est bon. C'est pas tombé dans le panneau impeccable. Allez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés en direct sur RCF Charente et sur les réseaux sociaux aussi de la CFC. C'était Pierre-Emmanuel Allard. À très bientôt. Au revoir.